Bonsoir à toutes et tous. Alors, drôle d'exercice pour moi de présenter Jean-Paul Raynal en introduction d'une conférence inaugurale d'un CPF, car si Jean-Paul apparaissait incontournable dans le paysage de la préhistoire locale, en témoigne le consensus immédiat du comité d'organisation de ce colloque, il a été avant tout mon directeur de thèse et demeure aujourd'hui encore un mentor. Alors, je tâcherai d'être objectif dans les quelques minutes qui me sont imparties, mais c'est pas sûr, d'autant que j'ai dû faire court. Alors Jean-Paul, vous m'excuserez, mais je n'ai pas eu le temps de parler de tout, et notamment de votre rôle d'expert du ministère de la Culture et de vos engagements auprès de l'État, tant dans les dossiers explosifs comme Glosel qu'auprès de l'archéologie préventive, en tant que membre de la CIRA Centre-Nord ou du CNRA. Alors 50 ans après Henri Delporte, qui amena Jean-Paul en Auvergne, c'est donc à lui que revient l'honneur de dresser le bilan de ce qui a fait et de ce qui fera la préhistoire auvergnate. Mais pourquoi Jean-Paul Raynal? Alors pour ceux qui ne le connaissent pas, s'il y en a encore quelques-uns ou quelques-unes dans la salle, Jean-Paul est directeur de recherche émérite au CNRS, rattaché à l'unité mixte de recherche PACEA de l'Université de Bordeaux. Il est vrai qu'on peut avoir tendance à l'oublier d'ailleurs que Jean-Paul est bordelais, tant son ancrage dans le paysage auvergnat est important, en témoigne d'ailleurs un récent article du journal La Montagne à propos de la datation de la mandibule de la carrière Thomas à Casablanca qui le qualifie de chercheur altiligérien. Un qualificatif qui montre bien que l'Auvergne, en particulier la Haute-Loire, l'a accepté comme l'un des siens, j'y reviendrai. Alors pleinement chercheur bordelais, pourtant, tant l'histoire du laboratoire s'est construite à ses côtés. Ceux qui le côtoient savent combien il aime raconter ce qui a fait la réputation de l'Institut du Quaternaire, du temps du professeur Borde, dont Jean-Paul, par bien des aspects, et pas que scientifique, demeure l'un des héritiers. Aujourd'hui, directeur de recherche donc, mais bien avant cela, l'histoire débute en Corrèze, au milieu des grès du bassin de Brive, donc de l'autre côté du Massif central, où aux côtés de Pierre-Yves de Mars, il fera ses premières armes et dirigera notamment la fouille du Loup. Comment ne pas tomber amoureux de la préhistoire dans ce bassin, constitutif de la discipline? Il y fouillera, il fera ses premières observations de terrain, découvrira des gravures rupestres et en fera son terrain de jeu entre parties de bridge et de tarot pour une thèse intitulée Recherche sur les dépôts quaternaires des grottes et abris du bassin permo-triasique de Brive, écrite et soutenue à l'Université de Bordeaux à peine un an plus tard, donc en 1975, après un bref passage par Marseille, où il se liera d'amitié avec Marie-Antoinette et Henri, comme il les appelle affectueusement. Trajectoire classique, ensuite, de thésard d'alors en petit contrat, il rentrera au CNRS en 1978 et sera titularisé 5 ans plus tard avant de passer directeur de recherche en 2006. 50 ans au service de l'Institut lui ont permis de voir le monde et de travailler sur les grands sites classiques du Paléolithique ancien, tels que Notar Chirico en Italie ou Melka Touré en Éthiopie. Mais c'est le Maroc qui le retiendra, dans le cadre de la mission préhistorique et paléontologique française qu'il dirigera pendant 25 ans aux côtés de Fatima Zora Si Alaoui, mission pour laquelle il recevra le premier prix Clio en 2010. C'est dans une perspective de géologue qu'il aborde tous ces terrains, questionne les empilements de couches, date et relève les séquences, caractérise les dépôts en introduisant la téphrostratigraphie. Et si on lui a dit qu'il cachait son incompétence à l'étranger, je souhaite à chacun dans cette salle d'avoir ce même degré d'incompétence, puisque ses équipes et ses travaux lui ont permis, excusez du peu, de reconsidérer l'émergence de Sapiens et l'apparition de la Choléa. Africaniste et préhistorien de l'ancien, alors, en partie seulement. Car en bon stratigraphe, l'un des sujets qu'il passionne, c'est la question du temps long. Son dernier livre coécrit avec Jacques Barnoin, biologiste et épidémiologiste, directeur de recherche à l'INRA, le démontre encore une fois. Il n'y est d'ailleurs plus seulement question de l'homme, mais bien de la vie dans son entièreté. Mais cette passion du temps profond ne l'engloutit pas pour autant, car toujours en arrière-plan, les questions ayant trait au moteur de la pensée et de l'épanouissement cognitif et spirituel des êtres humains sont là. Je ne sais toujours pas si cela vient des grottes ornées qu'il parcourt, explore et découvre en Quercy et dans les Pyrénées avec son ami Michel Laure-Blanchet, ou si cela lui vient de ses voyages en Australie où il rencontrera son frère, Feu Peter Bindon, auquel je pense quasiment tous les jours puisqu'il a forgé avec Jean-Paul mon appréhension réticulaire des territoires. Au contact de la spiritualité des aborigènes australiens, c'est une autre vision du monde, une autre vision du temps auquel il est confronté, un temps passé qui se perpétue encore aujourd'hui via le mythe comme un pont vers un monde que l'archéologie préhistorique ne permet plus, un ancrage spirituel dont la profondeur temporelle est sans égale à l'échelle du globe. Spécialiste des relations homme-milieu, certes, mais sa recherche est plus profonde. Elle questionne le changement, notamment à partir des observations qu'il effectua sur les coupes du site de Baume-Vallée en Haute-Loire. Pourquoi la granulostratigraphie de Henri Laville n'y fonctionne-t-elle pas?
Il faudra alors s'atteler à questionner les cadres et faire vaciller les paradigmes. C'est ce qu'il fait dans ses travaux sur la morphogénèse des grottes et la mise en place des dépôts aux côtés de Nicolas Fedorov et de Jean-Pierre Texier, travaux qui conduiront respectivement à introduire la micromorphologie en préhistoire et à conduire les premières expérimentations à visée géoarchéologique dans le cirque de Gavarnie. Des travaux qui seront au fondement de la taphonomie géologique développée quelques années plus tard par Pascal Bertrand et Marie-Agnès Courty, dont il encadrera les travaux de thèse. Mais le temps et les phénomènes naturels ne font pas que transformer les sites, ils transforment aussi les objets. Ici encore, ce sont les collections lithiques de Baume-Vallée qui vont le questionner. Et il se rappellera un étudiant ami, intéressé par le sujet 20 ans plus tôt, mais que le patron François Borde avait mis sur la touche car la recherche sur les matériaux était finie. Avec le Cantalou, Paul Fernandez, pour ne pas le nommer, et une équipe de pétrographes chevronnés, François Frelich, Médard Thierry, Michel Piboul, ils forgeront le concept de chaîne évolutive, cadre épistémologique dont le nom lui vient en un éclair dans les locaux de l'association Archéologie à Goudet. La chaîne évolutive, la pétroarchéologie, la question des territoires, le rapport des êtres humains à l'espace, autant de thèmes toujours proches de ses préoccupations depuis les premiers temps et ses travaux avec Bernard Malissène, puis, ici encore, au gré de sa longue collaboration avec Jean-Pierre Doga sur le peuplement de la montagne auvergnate au cours du temps. Avec le temps qui passe, c'est aussi l'avancée de la carrière, et durant ces 15 dernières années d'éméritat, Jean-Paul a pu s'investir pleinement dans l'espace régional, via un retour aux fondamentaux dans le cadre des travaux du PNR et du Géoparc des Monts d'Ardèche, aux côtés de son acolyte Emmanuel Defive, et avec un engagement toujours plus grand vers la société. Mais cet engagement vers la société, Jean-Paul l'entretient de longue date dans le cadre de l'association Archéologie. Un tiers-lieu en milieu rural à vocation scientifique aménagé à l'Aussonne ces 20 dernières années pour en faire un centre de recherche et un lieu de valorisation du patrimoine scientifique. Il n'est alors pas rare, les jeudis soirs de l'été, de voir des professeurs en architecture côtoyer des agriculteurs, des notables du Puy discuter de manière enflammée avec une charcutière, de la manière dont les ours et les êtres humains ont partagé les grottes, de ce que les peintures pariétales révèlent des sociétés passées, ou bien encore de la profondeur du lac d'Issarlès. Mais l'engagement citoyen se marque bien au-delà par des initiatives multiformes destinées à augmenter la porosité entre monde académique et société civile, le fameux grand public. Réalisation d'émissions de radio dédiées à la préhistoire, la 100e cette année, intervention dans les classes et les centres de loisirs de la région, développement d'ateliers pédagogiques, dialogue entre préhistoire et pratique artistique pour la découverte des sites au travers de balades scénarisées grâce à la collaboration avec des artistes locales, et tant d'autres initiatives qui lui valent l'attention des décideuses du département, mais également des gens du quotidien, comme vous pourrez d'ailleurs le constater pour ceux qui viennent lors de l'excursion de samedi. Mais ce tiers-lieu de l'Aussonne, c'est aussi et surtout comme un petit bout de chez soi au pied du Mézin, un lieu où le temps est suspendu, où l'on se plaît à discuter, à débattre et à écrire, en s'enfermant dans le sous-marin, pour oublier que dehors le monde continue, mais qu'ici on fait de la science, depuis le café du matin jusqu'à l'arquebus du soir, parfois très tard, trop tard, car la recherche de Jean-Paul, c'est ça, une passion dévorante, une dévotion absolue à la mésologie, une boulimie de savoir que la soif de lecture ne saurait étancher. Ah oui, dans tout ça, j'ai oublié de dire que Jean-Paul, c'est aussi plus de 500 articles et chapitres d'ouvrages, 13 livres, une quinzaine de directions de thèse et des fouilles au Maroc et ici en Auvergne, plus spécifiquement en Haute-Loire pendant plus de 50 ans. Mais à la fin, c'est pas vraiment ça qui compte. Ce qui compte, c'est la trajectoire de vie, les rencontres, les gens qui grandissent et qui deviennent, ceux qui s'en vont, René, Peter, Robert, Jean-Pierre et tous les autres, les gens auxquels on s'attache et qui sont là pour et avec la préhistoire, parce qu'aujourd'hui, c'est ça qui nous réunit. Alors j'arrête et je laisse la parole à quelqu'un qui raconte la préhistoire bien mieux que moi. Mesdames et messieurs, Jean-Paul Rénal. Mesdames, Messieurs, chers collègues et chers amis, j'en vois dans la salle quelques-uns. Bonsoir. Et merci pour votre présence à cette fin de première journée de congrès qui, je l'espère, fut un lieu de fructueux débats. Cette présentation n'a pas vocation à être encyclopédique. Elle ne prétend pas à l'exhaustivité ni dans les thèmes abordés, nombreux, ni dans la présentation des acteurs de la recherche, et que ceux qui ne sont pas cités m'en excusent et ne s'en offusquent pas, les absents n'ont pas toujours tort. Ce court exposé revendique un choix délibéré de cas déséquilibrés au regard d'une entité administrative moderne, globalisante, qui masque les particularismes micro-régionaux.
Je suivrai le plan simple énoncé dans le titre, d'abord quelques éléments d'un passé riche mais contrarié, puis l'exposé de quelques avancées scientifiques et en conclusion, une évocation de pistes que j'ai qualifiées de traversées futures. Mais auparavant, j'ai eu la chance de commencer ma carrière en 1965 dans une interrégionalité autre, celle de la circonscription des Antiquités préhistoriques Auvergne-Limousin, qui reconnaissait alors implicitement l'unité d'un massif central géographique. Cette entité culturelle et scientifique était administrée par Henri Delporte, figure motrice incontournable de la préhistoire auvergnate. J'étais alors engagé sur une trajectoire bas-limousine en Corrèze. Mais Henri Delporte m'en détourna et je lui dois la mutation de cet enracinement limousin en réimplantation auvergnate irréversible et encore d'actualité. Aussi ai-je un plaisir tout particulier à exprimer ma gratitude au comité d'organisation du présent congrès pour l'invitation à donner cette conférence inaugurale. Le 19e congrès préhistorique de France-Auvergne, tenu en 1969, du 6 au 14 juillet, était itinérant sur 8 jours. Il partait de la Loire, passait successivement par le Puy-de-Dôme, le Cantal, la Haute-Loire, pour finir son périple en Ardèche, à Orniac. Son emblème était une Vénus, trouvée en Haute-Loire par Roger de Baille-des-Hermins, dans la grotte du Rond du Barry à Polignac, une Vénus flanquée des armes de l'Auvergne. Son but était de faire découvrir la préhistoire auvergnate au monde scientifique et de rapprocher les Auvergnats de leur lointain passé méconnu, Vercingétorix a du ressort. Cette 30e édition s'est plus prosaïquement posée à Clermont-Ferrand, preuve que l'enthousiasme des chercheurs locaux de l'après-guerre largement amateurs a cédé la place à une dynamique régionale largement conduite par des chercheurs professionnels et structurée autour des enjeux de l'archéologie d'aujourd'hui. Les objectifs scientifiques du Congrès sont plus globalistes, transversaux et, questionnant nos pratiques, sont adaptés à cette évolution. Les particularismes régionaux ne sont pas pour autant oubliés, mais sont traités sous forme d'excursions et d'expositions réussies. Nous allons donc d'abord balayer la lente construction de la préhistoire auvergnate. Une présence ancienne des humains dans l'espace régional est attestée sinon par des fossiles de notre espèce, mais par des objets d'évidence manufacturés, souvent dans des roches autres que le sempiternel silex, ici d'abondance d'ailleurs très inégale. L'espace régional auvergnat porte les empreintes morphologiques profondes d'événements géologiques brutaux et de périodes climatiques froides qui ont forgé le contexte particulier de la préhistoire ancienne auvergnate. Et si les fouilles n'ont pas apporté toutes les réponses attendues, c'est parce que l'état de nature, associant de manière univoque l'animal, dont l'humain, avec les autres éléments de milieu, donne souvent à ces derniers un rôle limitant qu'il est naturel d'examiner de plus près. En premier, ce sont les variations du climat global qui imposent leur rythme naturel et leurs expressions régionales. On pense ici à l'englacement périodique attesté et désormais daté des hautes terres et son cortège de dynamiques glaciaires et périglaciaires. Dans le détail, ces variations du climat ne sont pas des phénomènes lents, mais un enchaînement d'épisodes relativement rapides, parfois de forte amplitude, mais relativement brefs, dont le caractère général est plutôt froid entre le 50e et le 15e millénaire avant nous. Terminé par une brutale et brève excursion vers des conditions moins froides, puis suivie pendant 5 millénaires d'un retour du froid, puis lentement stabilisé vers les conditions tempérées de l'Holocène, qui, aux variations non négligeables près, sont depuis 10 millénaires celles de l'actuel. Et en second, les interventions aléatoires du volcanisme régional dans les espaces habituellement parcourus pour les besoins quotidiens de subsistance, mais pas que,
qui modifie parfois radicalement de très nombreux secteurs scientifiques. Vous voyez sur cette carte que, par exemple, en bleu, la grande patate bleue, c'est le plateau du Levès. Le plateau du Levès, en Haute-Loire, c'est le plus vaste plateau volcanique d'Europe. Et aujourd'hui, ce plateau, on sait qu'il en noya les cours de la Paléoloire et du Paléoyer, ou encore les très longues coulées de lave des jeunes volcans d'Ardèche au sud-est de la photo. Et selon leur nature, les impacts du volcanisme, ressentis à distance plus ou moins courte des points éruptifs, affectent parfois durablement les ressources biotiques et ajoutent à la complexité de perception et de compréhension des comportements humains. Vous voyez ici les sucs de Bresse, à Prézailles, en Haute-Loire, qui sont des cônes stromboliens égueulés. Le grand suc, celui de gauche, sur la photo, est daté autour de 100 000 ans et c'est un élément relique d'un paysage néandertalien. La reconnaissance de ce volcanisme régional fut effective dès le milieu du XVIIIe siècle et Jean-Étienne Guettard, en 1652, Barthélemy Fogès de Saint-Fond en 1778 et Jean-Louis Girod-Soulavie en 1781 sont les fondateurs de la volcanologie. Dans ce mouvement scientifique de la fin du XVIIIe siècle, les savants auvergnats vont apporter des éclairages d'importance et faire reconnaître leurs résultats par la fine fleur académique parisienne de la science géologique et paléontologique, et je dirais même de la fine fleur internationale. Pour la stratigraphie et la paléontologie, on retiendra plus particulièrement les noms de Jean-Baptiste Bouillet, Jean-Sébastien Devès de Chabriol en 1827, Auguste Bravard en 1828, Jean-Baptiste Croiset et Antoine-Claude Gabriel Jaubert-Aîné en 1828. Mais arrêtons-nous un instant sur l'abbé Jean-Baptiste Croiset qui entretient une correspondance suivie avec les éminents naturalistes que sont Georges Cuvier, Étienne Geoffroy Saint-Hilaire ou encore Charles Lyell. Les données paléontologiques acquises lors des fouilles du site de Néché vinrent suggérer à Croiset, en 1842, 1853 et 1856, il écrivait peu, l'existence d'une grande période de refroidissement ayant permis à des formes animales boréales du nord de notre hémisphère, donc le renne et le glouton, de s'installer en Auvergne et d'être donc contemporaines de l'homme fossile. Rappelons ici que les travaux similaires d'un autre précurseur, Paul Tournal, dans les grottes de Bise en Hérault, qui d'ailleurs publia dans la Société académique de Clermont, avait établi dès 1829 l'existence d'un homme antéhistorique et jeté les bases d'une conception moderne de la préhistoire. Je vous renvoie au bel article de Stołkowski en 1993 dans le bulletin de la Société préhistorique française. Les collections paléontologiques de Croiset seront acquises en 1838 par le Muséum d'histoire naturelle de Paris et en 1847 par le British Museum de Londres. Parmi elles, les objets provenant de la fouille du site du Moulin sous Chirel à Néché, que certains d'entre vous verront dans l'excursion consacrée au volcanisme. Croiset était curé de la paroisse de Néché. Alors, on touche là à un point particulier de l'histoire de la préhistoire dans le Massif central. Si Croiset a bien compris que les bois de rennes ouvrés, trouvés à Néché, étaient le fait d'une intervention humaine, il n'identifia pas tout l'intérêt de la gravure partielle de cheval sur bois de renne. Il y avait quelques silex qui ont été trouvés à Néché, mais Croiset n'y prêtait pas beaucoup de cas. En fait, cette gravure partielle de cheval sur bois de renne est une des premières œuvres d'art mobilière exhumées en Europe occidentale, entre 1835 et 1842, qui vient s'ajouter à celle des biches trouvées au Chaffaut avant 1845, mais révélée au public en 1853 par Prosper Mérimée. Alors on remarque que le bois de renne a été cassé entre la visite de Breuil-et-Boule en 1906 au British Museum à la fin du siècle dernier, le moment où Breuil fera le dessin.
Le cas de Néché soulève deux observations. La première, c'est que dès son origine, l'archéologie préhistorique ne nourrit pas son homme et qu'elle est soumise aux impératifs socio-économiques et Croiset doit vendre ses collections pour assurer sa subsistance. Et un second clin d'œil malicieux, l'érosion des collections que vous pouvez apercevoir sévit aussi chez nos amis d'outre-Manche. C'est la première contrariété, en fait, sur laquelle je veux insister dans cette présentation. L'Auvergne manqua sans doute là l'occasion de se prévaloir d'avoir hébergé les premiers artistes de notre espèce. Nul doute que le qualificatif de nouvelle province paléolithique qu'attribuera Henri Delporte en 69 à l'Auvergne eût pris bien plus tôt un tout autre sens, et peut-être changer les choses. Dans le domaine de l'archéologie préhistorique, à ce moment-là, 4 figures vont s'imposer de l'Allier à la Haute-Loire. Edmond Tudeau, qui est le fondateur du musée de Moulins, François Pomerol, qui est le premier préhistorien du Puy-de-Dôme et le fondateur de la préhistoire scientifique en Auvergne, Jean-Baptiste Rome, qui est le pionnier de l'archéologie cantalienne, et Auguste Aumard, qui fut le conservateur fondateur du musée du Puy-en-Velay. J'y joindrai volontiers le docteur Bayot, qui fouilla la grotte des Fées à Châtel-Perron de 1867 à 1872. L'influence de tous fut déterminante pour leurs suiveurs. On peut citer Georges Charvillat, qui réalisa le premier inventaire raisonné des mégalithes du Puy-de-Dôme. Dans le Cantal, les figures de Jean-Baptiste Delors et de Jean-Baptiste Paget-Salary. Et enfin, on doit citer Maurice Bielawski, qui fit paraître en 1890 le plateau central de la France et l'Auvergne dans les temps anciens et souligner aussi le rôle particulièrement actif des sociétés savantes auvergnates. Concernant la connaissance des phénomènes glaciaires et périglaciaires, on citera dans l'ordre d'apparition dans le décor Alphonse Julien, Henri Lecoq, Jean-Baptiste Rame, Pierre Marty, Marcelin Boule et Yvonne Boise de Black. Et on note au passage les compétences cumulées de certains de ces acteurs. Géologie, paléontologie, archéologie. Et c'est bien évidemment Marcelin Boule qui coche toutes les cases et publie dès 1892 sa thèse La géologie du Velay. On sait la carrière que fit après Marcelin Boule lorsqu'il abandonna le Massif central pour rejoindre Paris, et le Muséum d'abord et l'IPH ensuite. Il mène les premières fouilles réalisées en Haute-Loire et en publie les résultats avec Antoine Vernière. Avec l'étude des objets taillés découverts dans l'abri du Rond à Saint-Arcon, Boule réalise ici la première analyse de la nature et de la provenance des matériaux taillés. Travail pionnier de ce que nous appelons aujourd'hui la pétro-archéologie. Pour plus d'informations sur cette période féconde, référez-vous à l'ouvrage collectif édité en 2019 par la SHNA, Histoire de la découverte géologique du Massif central français. Parenthèse, on voit que dès le début, c'est la géologie qui mène la danse dans ce passé ancien de la préhistoire auvergnate. Maintenant, une seconde contrariété. La question de l'homme contemporain des volcans actifs était au centre des réflexions des précurseurs. Et la trouvaille en 1844 de l'homme de la Denise, près du Puy-en-Velay, enflamma les esprits, trompa plusieurs chercheurs et ouvrit une controverse qui ne fut vraiment close qu'en 1969, lorsque la mesure de la teneur en fluor des ossements écarta toute possibilité d'ancienneté. Vous avez ici une vue d'artiste conservée au musée Crozatier du Puy, le musée qu'a créé Auguste Aymard, qui s'appelle L'âge de la pierre taillée, la Denise en éruption. En fait, pour aller plus loin dans ce dossier, vous devez vous référer à l'excellente étude parue en 2024 sous la plume de Timothée Lost. L'auteur a expérimenté et reconstitué un bloc similaire contenant les ossements à celui conservé au musée Crozatier et a étudié l'implication des chercheurs locaux et la résonance de leurs discours chez les scientifiques français et étrangers. 47 ans plus tard,
Après l'affaire de la Denise, le débat fut réouvert dans le Puy-de-Dôme en 1901 par Paul Giraud et Paul Gautier, avec la trouvaille de l'homme de Gravenoire, sans plus de résultats probants que dans le premier cas. Et puis vint une troisième contrariété. La question de l'existence de l'homme tertiaire, l'anthropopithèque, proposé par Mortillier en 1873, trouva un développement inattendu dans le Cantal lorsqu'y sont trouvés les premiers éolithes en 1877. En fait, les premiers éolithes furent identifiés en 1867 dans les dépôts oligocènes du Loir-et-Cher par l'abbé Bourgeois, puis en 1871 au Portugal dans le Miocène supérieur. En 1878, Jean-Baptiste Rame envoya à l'exposition universelle un carton de silex potentiellement travaillé, recueilli au Puy-Courny, près d'Aurillac, avec des débris de mammifères datant du Miocène supérieur. L'écho fut international et les discussions interminables, proposant de créer une nouvelle période des industries de la pierre nommée éolithique. En 1905, Marcellin Boule douchait tous ses espoirs et démontrait, expérience à l'appui, que les éolithes étaient produits naturellement et concluait ainsi. Comme paléontologiste, je crois fermement à l'existence de l'homme tertiaire. Je ne doute pas qu'on trouvera un jour ces traces sur quelque point du globe, mais pour être irrécusables, ces traces devront avoir une valeur tout autre que celle des éolithes. Les premières traces de la lignée humaine en Afrique, pour le moment, lui donnent aujourd'hui pleinement raison. Quatrième contrariété, sur laquelle je ne m'attarderai pas, vous allez tout de suite comprendre pourquoi. Entre les deux guerres, en 1924, vint l'affaire de Glosel qui enflamma les esprits et marqua durablement l'image de la préhistoire auvergnate. Et on comprend mieux le souci d'Henri Delporte, lors du 19e congrès, qui souhaitait montrer de la manière la plus éclatante les résultats des travaux scientifiques nouveaux, afin de débarrasser les esprits de l'image négative renvoyée par la manipulation Glosel, comme le dit un des articles de cet ouvrage. La récente synthèse publiée sous la direction de Jean Guilaine et Didier Méallier devrait aider les indicies à prendre la mesure de cette affaire de faux, fait sociétal original et complexe, je vous l'accorde, mais absolument sans aucun intérêt pour l'étude des temps antéhistoriques auvergnats que nous balayons ce soir. Un passé donc à divers titres contrariés, mais incontestablement des contributions de poids à la connaissance de nos origines grâce à des précurseurs, travailleurs acharnés et de haute qualité scientifique. Le dernier travail d'ampleur pendant le Second conflit mondial fut celui d'Auguste Perrault en 1943. Il s'intitulait « L'âge du renne en Auvergne dans le bassin de l'Allier ». Il était publié dans la société, la SHNA, la Société d'histoire naturelle de l'Auvergne. S'appuyant sur les recherches de célèbres prédécesseurs dans cette discipline en Basse-Auvergne et en Velay, il y soulignait l'importance d'un patrimoine sous-estimé et définissait 3 groupes géographiques de gisements distribués sur 180 km le long de l'Allier, entre Vichy au nord et Aléras au sud. Définissait un groupe septentrional ou du moyen Allier, correspondant au Puy-de-Dôme, un groupe du sud-ouest et du Haut-Alagnon, situé dans le Cantal, et un groupe méridional ou du Haut-Allier, circonscrit dans le département de la Haute-Loire. Ce dernier se composait alors des sites paléolithiques reconnus comme les plus anciens, et il y reconnaissait des sites aurignaciens, pré-magdaléniens et magdaléniens inférieurs aux moyens. On dirait aujourd'hui gravétien récent et final, badgoulien et magdalénien. Les études postérieures ont confirmé la validité peu ou prou de cette répartition géographique. Et dans ce travail, Auguste Perrault en trouvait nombre de portes et on se doit de noter l'intérêt porté à la provenance des matériaux ayant servi à confectionner les outages lithiques et partant les suppositions émises sur la circulation des groupes humains, postulant le passage vers la vallée de l'Allier depuis le sud-ouest par les vallées du Lot, de la Truyère et par les gîtes de silex du bassin du Malzieu.
Vous verrez tout à l'heure qu'il n'avait pas tout à fait tort. Mais que se passe-t-il après le second conflit mondial? Les cartes sont bien entendu rebattues à la Libération. Des acteurs ont disparu du fait des bouleversements politiques et sociaux. C'est un euphémisme. De nouveaux acteurs vont progressivement apparaître. Et au premier rang desquels, je veux citer Pierre Boutte, qui commence à travailler en Haute-Loire à la Libération. Sa première note date de 1945 et il s'intéresse à la préhistoire par la connaissance du gisement des Rivaux à Espaly. En 1949, il mise sur le potentiel préhistorique de la Haute-Loire et entreprend de nouvelles recherches et fouille jusqu'en 1955 dans les sites des Rivaux à Espaly, dans la grotte Côtier à Retournac, dans les sites de Blassac sur le Val d'Allier et de Blavozy dans le bassin du Puy. Vous voyez qu'il notait soigneusement ses stratigraphies et on lui doit un travail de pionnier dans tous ces sites. Tandis que Henri Delporte reprenait en 1952 des fouilles dans le site éponyme de Châtel-Perron dans l'Allier, Pierre Boutte est suivi par Jean Combier en Haute-Loire, probablement attiré en Haute-Vallée de l'Allier par l'examen d'objets acquis par le docteur Maillet auprès du propriétaire du gisement du Blot, Auguste Estival, et déposé à l'Institut de géologie de la Faculté des sciences de Lyon. En fait, Jean Combier a hésité entre une carrière auvergnate et une carrière ardéchoise. Et c'est la carrière ardéchoise qui l'a emporté. Mais de 1956 à 1962, il conduira plusieurs sondages dans les sites de la vallée de l'Allier et particulièrement au Blot, qu'il qualifia de fouilles encore inédites, preuve qu'il avait l'intention de fouiller, mais que finalement il est resté au niveau des sondages. C'est consigné dans son ouvrage sur le paléolithique de l'Ardèche en 1967 en note infrapaginale. Au Blot, en Haute-Loire, il établit une stratigraphie de 6 mètres de puissance et distingua plusieurs ensembles archéologiques avec du magdalénien au sommet, puis une industrie indéterminée sur quartz, on dirait aujourd'hui du Bas-de-Goulien, et plus en profondeur un mobilier en silex comptant des lames à retouches latérales d'aspect plus ou moins aurignacien. On est bien entendu dans le gravétien final de faciès proto-magdalénien. À partir de 1965, Henri Delporte a un tropisme vers le sud de l'Auvergne et il organise une prospection archéologique approfondie dans les vallées de la Loire et de l'Allier, effectuée par des chercheurs amateurs passionnés, au premier rang desquels s'imposent les figures d'Alphonse Laborde, de Jacques Virmont, que je remercie d'être ici ce soir, et d'André Crémieux. À partir de 1965, après l'acquisition du site du Blot par l'État et avec les conseils de Jean Combier, Henri Delporte entreprit de nouveaux sondages au Blot avec la collaboration de Roger de Bail-des-Hermins et l'aide de Roger David. Puis en 1968, il débuta des fouilles de plus grande ampleur qui se poursuivirent sous sa direction jusqu'en 1982, en codirection avec Jean-Pierre Dogat, Jacques Virmont et Dominique Buisson. Dans les autres départements émergent également de nouveaux chercheurs, principalement amateurs. Maurice Piboul et son fils Michel prospectent inlassablement la région de Montluçon. Yves Bourdelle entreprend les fouilles d'Enval à Vic-le-Comte. Roger Renard reprend des travaux sur le site de Blanza. Pierre Daniel exploite le site du Cire à Mirefleurs et Marie Perpère reprend l'étude d'anciennes séries. Dans la région de Moulins, Pierre-Yves Gentil fouille les sites de plein air de la Sologne bourbonnaise et Pierre Abozy étudie la préhistoire du Bourbonnais. J'ai voulu mettre sur cette planche les travaux de Pierre-Yves Gentil pour vous montrer que l'enquête paléthnographique est au cœur de ses préoccupations dans les sites de plein air et que la technologie lithique et les remontages sont aussi au cœur de ses préoccupations. Pierre Abozy étudie la protohistoire du Bourbonnais, mais il travaille beaucoup avec Gentil. Et ils sont rejoints plus tard dans le dispositif régional par Frédéric Surmely, qui s'attache entre autres
à explorer la montagne cantalienne surtout, avant que ne prospère une nouvelle génération de chercheurs. Mais que ceux que je n'ai pas cités veuillent bien m'en excuser, ils sont nombreux et je le sais. Peu à peu, la constitution d'équipes intégrées à gestion scientifique plus collective, la réorganisation du dispositif national de l'archéologie préventive et le redéploiement des chercheurs sur des opérations plus courtes, en équilibre avec le calendrier des grands organismes de recherche, favorisent la transmission des acquis et permet la publication des données accumulées, certes parfois trop tardivement. C'est le cas par exemple de la publication des fouilles du Blot en Haute-Loire, qui est en voie d'achèvement 45 ans après l'arrêt des fouilles. Mais ne soyez pas déçus, ça va bientôt arriver. Nouvelle contrariété en 1974. L'attention du monde scientifique se fixa sur la Haute-Loire avec l'annonce de la trouvaille de galets aménagés dans le riche gisement paléontologique de Chillac II, alors fouillé par le professeur Christian Guth de l'université de Poitiers. L'âge des dépôts de Chillac est estimé entre 1,65 et 2 millions d'années au sommet et 2,35, enfin ça varie, entre 1,40 et 2,35 millions d'années à la base. Mais les faunes des deux localités de Chillac qui sont fouillées, Chillac II et Chillac III, sont considérées comme appartenant à la même zone biochronologique et subcontemporaine. La trouvaille semblait, c'est une parenthèse de chronologie, la trouvaille semblait d'importance et déclencha une ébullition scientifique et médiatique. Alors je vous passe sur les années Chillac, comme on pourrait les appeler. Tardivement, mais effectivement, le plaisantin, qui avait introduit les objets lithiques et trompé la vigilance du fouilleur de Chillac II, révéla la chose. Il la révéla à deux personnes, Eugène Bonifay et moi-même. Donc on peut ranger les galets taillés de Chillac au rayon des curiosités de la préhistoire. Ici, comme en d'autres points du volet, il n'existe donc pas pour le moment une preuve solide étayant l'hypothèse d'une présence humaine très ancienne au cœur de l'Auvergne. Je récapitule, pas de restes d'hominidés, pas d'ossement fossile animal portant une trace quelconque d'intervention humaine, et pas d'objet lithique indiscutablement taillé et incontestablement associé à des restes animaux très anciens. En revanche, les fouilles entreprises par Eugène Bonifay en 1975 dans la localité fossilifère de Soleillac, près du Puy, livrèrent une industrie lithique incontestable, attribuable au Paléolithique ancien, mais dont l'âge, hélas, ne peut excéder de beaucoup 500 000 ans, puisque un téphra mondorien est venu se sédimenter dans le lac avant l'arrivée des hommes. Alors, on retiendra in fine quelques avancées majeures, patiemment construites depuis les années 80 du siècle dernier, dans un contexte osmotique d'archéologie environnementale, dans lequel le rôle de l'INRAP s'est peu à peu avéré déterminant, suite à une réflexion concrétisée par la révision de la programmation archéologique du ministère de la Culture, visant à systématiser les enregistrements séquentiels, même s'il n'y a pas de vestiges archéologiques lors des opérations qui sont menées. Alors, je vous donne quelques exemples et je conclurai. Premier point, la reconnaissance des jeux de la nature que sont les géofacts de tous ordres, générés par le gel et les dynamiques de déplacement des matériaux, et les téphropactes produits par le volcanisme, autorisent la remise en cause et le questionnement à propos d'objets soi-disant manufacturés et censés illustrer les tout premiers moments de la présence humaine en Auvergne. Les objets que vous voyez à gauche sont issus d'une brèche explosive et le graphique à droite vous montre que la pétrographie des géofacts, qui est en position centrale, se différencie systématiquement de séries
archéologiques. Dans le domaine des remplissages sédimentaires des abris sous roches et des grottes, la mise en évidence de processus contrôlés par le couple gel-dégel a permis d'opérer un virage méthodologique. Le concept de stratogénèse secondaire des dépôts, appliqué pour la première fois sur le site moustérien de Beaume-Vallée en Haute-Loire. Cette image fut étendue rapidement aux autres régions, notamment au Périgord et au site classique du Périgord, où il modifia radicalement la vision des lithostraties et des archéoséquences de référence, et permit dès lors de questionner le caractère d'intégrité des signaux archéologiques. Ici, dans la grotte de Sainte-Anne, à Polignac, en Haute-Loire, la grotte de Saint-Anin, on mesure aisément l'importance des phénomènes de cryoturbation. En bas, vous voyez que les cailloux sont systématiquement redressés et verticaux, alors qu'au-dessus, le rôle de la glace de ségrégation, c'est des lentilles de glace qui se forment en feuillets dans le sol, caractérise une couche active de pergélisol qui a déterminé d'importants déplacements latéraux. Ensuite, la mise en évidence d'impacts directs des éruptions volcaniques de la chaîne des Puys dans les sites préhistoriques de Limagne s'est opérée d'abord dans le cadre de l'ATP du CNRS approche du peuplement préhistorique en zone volcanique active, qui permit l'opération Géoclair en novembre-décembre 1986, consistant en un carottage du mar de Jaude-Salin, juste derrière vous, puis du GDR du CNRS Hommes et Volcans avant l'Histoire pendant 10 ans, avec les soutiens financiers, outre du CNRS, des régions Aquitaine et Auvergne et de l'INDP3, et ces travaux préliminaires ont été poursuivis depuis par Gérard Vernet dans le cadre de l'INRAP. Dans cette carotte du mar de Jaude-Salin, Gérard Vernet identifia, dans le cadre de sa thèse, 118 retombées volcaniques. La carotte extraite mesurait 86 mètres. Et dans ce cadre, fut produite la première datation de l'éruption du mar de Clermont sur les produits stratifiés de la butte de Clermont, échantillonnés dans les caves de la Drac, à l'hôtel de Chazera. Clin d'œil à Jean-Pierre Doga, acteur incontournable depuis le précédent CPF. Emblématiques de cette recherche menée par Gérard Vernet sont les sites d'Enval avec le Comte, de Marsat, des Gargailles. Ces travaux ont identifié plusieurs volcans sources, tels le puy Chopine et le puy de la Nugère. On rappelle ici que le puy de la Nugère a émis un énorme volume de cendres lors de son éruption paroxysmale, et cet effroi, nommé par Gérard Vernet complexe téphrique CF1A, CF1B, sont un marqueur régional pour l'amélioration climatique de l'Alrode, et le panache de cette éruption atteint les plateaux suisses. Donc on a bien un environnement volcanique qui intervient dans le quotidien des hommes. Dans le domaine de la caractérisation des matériaux lithiques maintenant, bien des idées reçues ont été révisées et une nouvelle vision des circulations et des territoires de subsistance a pu être établie. Les dernières avancées ont été réalisées en suivant le concept de chaîne évolutive des silicites. Alors, je vous rappelle que la chaîne évolutive des silicites considère un matériau en silex, entre guillemets, donné depuis sa formation dans sa roche porteuse, jusqu'à la collecte par les archéologues, le moment de la fouille et également sa conservation, dont on a vu qu'elle peut être très inégale, dans les dépôts de fouilles et les musées. En fait, elle est fondée sur le fait qu'un matériau siliceux, dès sa mise à l'affleurement, se comporte comme une éponge et acquiert des caractéristiques géochimiques, minéralogiques, qui vont se modifier tout au long de son parcours dans les différents environnements jusqu'à ce que l'homme préhistorique le ramasse en premier. Et cette vision évolutive de ce qu'est un matériau implique que lorsqu'on le ramasse,
on doit le ramasser dans tous ces états que l'on peut reconnaître, afin qu'ensuite, lorsqu'on considère des collections archéologiques, on puisse se référer à différents états de transformation et d'altération du silex. Car très souvent, et Frédéric Surmely, qui est dans la salle, ne me démentira pas, très souvent on est déçu par l'analyse géochimique d'un silex parce qu'on se réfère trop souvent à sa géochimie dans sa formation d'origine, en place, avant qu'il n'ait subi tout un tas de transformations. Alors, bien entendu, le moyen d'arriver à une caractérisation parfaite, c'est d'échantillonner sur le terrain. Ici, vous avez une carte qui vous montre actuellement tous les échantillons qui sont stockés dans le réseau national de lithothèque, qui est né dans d'autres régions, je le rappelle, dans le département de la Haute-Loire, dans la lithothèque emblématique du milieu qui est celle de l'archéologie de l'Aussonne. Et tous les points rouges sont dans cette lithothèque de l'Aussonne. La base de la méthode a été récemment publiée dans un vade-mecum que ceux qui suivent l'excursion Haute-Loire découvriront dans leur valisette. Un exemple de la méthode est donné par l'étude pétroarchéologique de certains éléments du Blot. À gauche en haut, vous avez un silex du Gravettien récent du Blot qui est constitué de silex oligocène du bassin d'Aurillac. En dessous de lui, vous avez un objet qui est fabriqué dans du campagnin supérieur de la forêt de Montclar en Bergeracois, Dordogne donc. Ensuite, en haut à droite, vous avez un échantillon du centonien inférieur du plateau de Tamniès en Dordogne. Et le dernier, en bas à droite, est fabriqué sur du turonien inférieur de Fumel en Lot-et-Garonne. Alors, c'est un exemple tout à fait significatif du fait que le Massif central n'est pas un espace irrigué exclusivement du nord au sud par les axes drainants de la Vie et de la Loire, mais que les hommes, en tout cas, ont circulé transversalement à travers ce massif et que la preuve, c'est les matériaux ramenés du sud-ouest au cours du Gravettien récent dans les niveaux du Blot. Les lieux d'approvisionnement en silicite et les possibles itinéraires de circulation pour les néandertaliens de la grotte de Saint-Anin, par exemple, en Haute-Loire, il y a entre 130 et 100 000 ans, considèrent des déplacements les plus courts par les vallées et décident un territoire mental, à minima, et seul le manque d'études similaires sur d'autres sites d'âge comparable pose d'hypothétiques frontières aux marges des espaces de subsistance qui sont définis ici à minima et qui se fichent bien des limites administratives. Sur la carte de droite, vous avez un exemple de réseau de transfert de matériaux d'âge divers qui vous montre qu'en fait, le site entretient des relations dans un système complexe ramifié, réticulé, et que les territoires que l'on peut, entre guillemets, définir sont vraiment des constructions qui demandent à être renforcées. On vous montre maintenant sur la photo suivante un exemple des transferts de matériaux qui ont pu être mis en évidence, et ce sont bien évidemment les travaux de Vincent et de ses collaborateurs qui sont à la base de cette illustration. Vous voyez, les réseaux du Gravettien récent, du Gravettien final sont assez similaires, mais lorsqu'on passe au Bas-de-Goulien, on a une toute autre problématique qui apparaît, et en particulier un renforcement des circulations transversales à travers le massif. Et lorsqu'on est au Magdalénien supérieur, on a toujours du transversal, mais bien sûr
en priorité des relations nord-sud, mais on a aussi des relations vers la vallée du Rhône, et ces relations sont également exprimées dans les matériaux de parure sous la forme de coquilles, hein, qui viennent tantôt du bassin parisien, tantôt de la Méditerranée. En revanche, lorsqu'on s'adresse au réseau du Laborien, eh bien, on a une circulation à très très grande distance transversale et une réduction des circulations nord-sud qui marque déjà ce que sera l'émiettement du Mésolithique dans la région. Dernier résultat, mais eux aussi diablement intéressants, sont ceux dans le domaine de l'art préhistorique. Et les études qui ont été menées dans le Haut-Allier par Marc Colagnier ont littéralement doublé nos connaissances sur l'art préhistorique en Auvergne. Et de là, elles ont également banalisé, si on peut utiliser ce terme, la présence de témoins artistiques de diverses natures et de divers modules sur galets, mobilier mobile, sur bloc, sur une face ou sur deux faces de bloc. Le basalte est lourd. Les blocs ne se transportent pas dans la poche, hein, ou dans la besace préhistorique. Et puis également les premiers témoins sur parois, en abri et en grotte. Je pense aux abris de Blassac et aux grottes de Tadevin. La révision de quelques objets d'art mobilier connus, comme les trouvailles de nouveaux objets et de tracés gravés sur support basaltique, blocs mobiles ou parois d'abris et grottes, identifie donc une nouvelle zone d'intérêt artistique dans la haute vallée de l'Allier. Et son originalité est d'être largement façonnée sur des matériaux volcaniques, des basaltes. Et cette nouvelle zone s'ajoute à celle reconnue depuis longtemps au sud de la Grande Limagne, avec les deux sites emblématiques d'Enval et de Néchet, mais dont les supports sont sur d'autres matériaux. Alors ici, vous avez le galet gravé qui a été trouvé en contexte gravétien récent au Blot, et vous y voyez la variété des thèmes, hein, animaliers qui ont été traités, reine encore, cheval, auroch, et tout un tas de tracés qui ne sont pas encore aujourd'hui décryptés. C'est la collaboration de Marc Colagnier avec Émilie Lévigne, photographe archéologue, qui a permis d'avancer sur le décryptage inédit, mais il vous est présenté ici, du galet gravétien du Blot. L'essentiel de ces documents sont pour le reste en contexte magdalénien, mais même plus tardif, hein. Ici, vous avez à gauche le bloc gravé de Blassac, le recto du bloc gravé de Blassac, associant un cheval, une biche et un petit auroch qui est renversé, qui est difficile à lire. Vous avez une plaquette gravée du site de Tadevin, c'est un saumon femelle qui a été identifié par le Conservatoire du saumon. Et vous avez l'énigmatique galet gravé de Béraud, avec ce personnage vêtu. Sur la haute vallée de la Loire, dans le bassin du Puy, les témoignages artistiques restent cantonnés au contexte magdalénien de la falaise de Sainte-Anne, avec le rond du Barry en 1 et la grotte de Sainte-Anne 2 en 2. Et vous l'avez vu, c'est essentiellement un art sur support en bois de renne, et il y a un petit os gravé d'un bison dans la grotte de Sainte-Anne 2. Alors, quelle traversée future peut-on envisager dans une préhistoire régionale aussi riche, aussi soumise aux contraintes environnementales à la fois du climat et du volcanisme, dont on peut bien le dire, les préhistoriques se sont largement affranchis et on est loin du déterminisme que nous avons nous-mêmes professé dans les années 80.
Alors, les approches réticulaires qui ont été menées et qu'on vous a présentées un peu avant ont bien montré que loin d'être des destinations, les sites auvergnats ne sont que des lieux de résidence ou d'activités spécialisées au sein de parcours traversants. Le challenge à venir est de préciser ces parcours par le retour au terrain, la révision des collections, l'utilisation de modèles combinant des proxys et des analyses prédictives, d'identifier aussi les lieux fantômes actuellement à vocation autre que d'ordre matériel. Ceci demande une remise en question de la notion de site au bénéfice du concept réticulaire de lieu coactif. De nouvelles perspectives paléo-environnementales et climatiques sont ouvertes désormais grâce à la modélisation des avancées et retraits glaciaires, comme l'illustre ici l'application au glaciaire de l'Aubrac réalisée par Arthur Ancrenat. Les innombrables données des fouilles sur le temps long, plusieurs décennies, ont apporté leur lot de détails qui peuvent encore nourrir la recherche, mais cela nécessitera des actions de fouilles courtes et ponctuelles. On est loin des 25 années ou des 22 années de Roger Debat et Laurent Dubarry, ou des 22 années que j'ai consacrées à la fouille du gisement de Bombe-Vallée, ou des combien d'années au Blot, je ne me souviens plus, 65 à 82, faites le calcul vous-même. Et donc des opérations courtes, notamment dans le but d'affiner les données de construction intime des sites. Vous avez vu les difficultés d'appréciation des contextes sédimentaires et de chronologie fine des unités stratigraphiques. Le manque de datation sur l'ensemble de l'Auvergne est en effet encore patent. La géographie humaine esquissée d'après la distribution des lieux, passée au crible d'une chronologie révisée ou nouvellement établie, permettra d'examiner réellement dans l'espace et dans un temps raccourci les déplacements et installations humaines et d'en explorer les motivations prosaïques ou cognitives et à terme d'établir de vrais modèles à comparer. Une géographie humaine rééquilibrée entre les différentes sous-régions de l'Auvergne préhistorique devrait en ressortir. Alors pour en finir avec les faux déterminismes de tous ordres, le projet d'ANR Traverse apparaît l'outil adéquat, alliant préhistoriens, naturalistes et dateurs. Les données paléo-environnementales, leurs proxys et leur modélisation numérique seront recoupées avec les données archéologiques. La mise en œuvre impliquera une approche de modélisation écologique, une modélisation archéologique spatiale, impliquant un traitement SIG dédié, et la confrontation de données archéologiques envisagées dans une perspective d'analyse de réseau, et aussi l'intégration d'événements volcaniques et glaciaires avec une haute résolution chronologique. Les résultats comparés à ceux de l'archéologie permettront de raisonner les territoires que l'on dit préhistoriques. L'Auvergne est le lieu où développer une telle recherche. Henri Delporte notait en 1971 que si le 19e congrès avait pour objectif premier de faire connaître la préhistoire auvergnate aux préhistoriens, il avait atteint son second objectif, la faire connaître aux Auvergnats. En effet, jusque-là, Vercingétorix était la personnalité préhistorique dominante. Mon espoir est que ce 30e congrès démontre l'importance du travail de fond accompli depuis le dernier congrès et que les liens tissés entre les Auvergnats et leur riche préhistoire retrouvée s'en trouvent solidement renforcés et soient pérennisés. Je vous remercie pour votre attention.